Est-ce que vous êtes avec nous, Catherine et Céline? Moi, je te vois, Martin. La connexion est sans doute en train de s'établir. Est-ce que vous êtes avec nous, Catherine et Céline? Moi, je suis là. Bonjour. Ah ben non, alors. Bonjour, Catherine. Bonjour. Alors, je ne vous vois pas, mais la vidéo va revenir. Voilà, non. Voilà. Bonjour, Catherine. Est-ce que Céline est avec nous? Est-ce que Céline, moi, je vous vois. Je vous vois. Voilà. Il semble que ce soit établi. Bonjour. Bonjour. Alors, attendez, je ne vous vois pas. Ah, ça y est, je vous vois toutes les deux. Formidable. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Samedi Live. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Céline Nègre et Catherine Bourguès, qui sont toutes les deux avocats au barreau de Paris. Céline est avocat et docteur en droit. Elle intervient en matière de réparation des dommages corporels. Et sa particularité, eh bien, c'est qu'à ma connaissance, c'est le seul avocat intervenant dans ce domaine qui a décidé de ne jamais aller au contentieux. Elle négocie systématiquement avec les compagnies d'assurance et donc j'espère que vous nous expliquerez ce positionnement et comment vous faites. Et Catherine, par ailleurs, donc elle intervient en matière familiale. C'est la cofondatrice de l'AFPDC, Association française des praticiens en droit collaboratif. Et aujourd'hui, elle est membre du conseil d'administration de l'AFPDC et formatrice. Par ailleurs, elle est formée en psychopathologie de la famille et pratique depuis des années la négociation raisonnée, tout comme Céline Nègre. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que je peux déjà vous poser une première question? Ce serait pour toutes les deux de m'expliquer un petit peu votre vision du conflit et de la négociation. Céline, tu veux commencer? Vaste question, je t'en prie. Non, vas-y, tu connais mieux ces questions-là que moi. Alors, la notion du conflit, c'est ça, et la notion de la négociation. Alors, pour moi, le conflit, comme dirait un de nos confrères, Nadine Ray, c'est bio. C'est-à-dire le conflit est intrinsèque à toute relation humaine, mais le conflit n'est pas forcément le conflit armé. Le conflit, c'est juste la confrontation d'idées. Et ça pose problème quand tout d'un coup les gens, quand finalement la relation est dysfonctionnante et que finalement les gens n'arrivent pas à avancer. Donc c'est là où peut intervenir la négociation, qui sont finalement, alors il y a différents types de négociations. Évidemment, celle que je préfère, c'est la négociation raisonnée, puisque elle induit la recherche d'accords gagnant-gagnant. Et c'est donc comment mettre en place finalement via un tiers, ou il n'y a pas de tiers, mais enfin, puisqu'on est avocat, c'est via un tiers, de remettre les gens sur une forme de relation, de repermettre une communication afin de faire émerger un accord. D'accord. Et Céline, très brièvement. Oui. Et alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si pour vous, le conflit est finalement une opportunité. Enfin, comment vous le concevez, quoi. Ben, le conflit est intrinsèque à l'être humain. Donc, le conflit, il est là, il existe. Et sauf que parfois, il est trop fort, trop important, trop intense. Du coup, là, il faut aider pour qu'il ne soit plus, voire qu'il n'existe plus, ou en tous les cas, dans des mesures moins, on peut dire, alors en matière familiale, peut-être moins souffrantes. Mais non, le conflit est une opportunité pour répondre à votre question. D'accord. Merci beaucoup. Et alors, concernant maintenant la négociation raisonnée, puisque vous l'avez évoqué, est-ce que vous pouvez, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, et pour monsieur tout le monde qui doit pratiquer sans doute plutôt la négociation spontanée, nous expliquer les distinctions, les grands traits de la négociation raisonnée qu'on peut opposer à la négociation spontanée ou négociation classique? Alors, la négociation spontanée, c'est celle que l'on fait avec soi-même, avec les autres, avec certainement cette intention de vouloir plutôt imposer son point de vue. Et on part en général de positions. Donc, chacun reste sur ses positions. Je veux la voiture, je veux, je sais pas, la maison. Je prends des exemples issus d'un contexte familial, mais ça peut être après, je veux acheter telle société, ou je veux la vendre, etc.
Donc, on reste sur des postures on va chercher à argumenter ces postures et à la sur-argumenter. Et donc, finalement, c'est la confrontation entre ces arguments et c'est finalement celui qui va lâcher, qui va, entre guillemets, perdre. Alors que la négociation raisonnée, évidemment, il y a des envies, il y a des je veux au départ, mais la recherche de la négociation raisonnée, ça va être de chercher les intérêts, les besoins, les préoccupations, les valeurs, les moteurs silencieux, finalement, ce qui anime la demande. Et on s'aperçoit qu'en allant chercher et pour l'un et pour l'autre des protagonistes, les intérêts, besoins, préoccupations, valeurs, on s'aperçoit qu'il y a toujours systématiquement plein de besoins, de préoccupations et de valeurs qui sont communes. Et quand il y en a qui ne sont pas communes, elles peuvent être différentes, mais pas opposées. Sur la différence, on peut construire aussi. Donc, à partir de là, en fait, c'est vraiment le changement de la position. J'allais dire, le switch mental, c'est vraiment celui-là. C'est de passer d'une négociation de position, qui est celle de la négociation, on va dire, traditionnelle, classique, que l'on fait spontanément, à une négociation sur besoins et intérêts. On va finalement chercher dans les tripes, finalement, et on va mettre sur la table ce qui n'est pas négociable. Par exemple, si je prends un exemple, encore une fois issu de la famille, par exemple, si quelqu'un me dit « je veux absolument mettre en place une résidence en alternance », je vais lui demander la question « pourquoi ?» simplement. Il ne s'agit pas de faire une psychanalyse de la personne, il s'agit juste de demander « pourquoi ?» Pourquoi ? Parce que je veux voir mes enfants souvent, je veux transmettre mes valeurs éducatives, je ne veux pas être, par exemple pour les pères, je ne veux pas être un papa que du week-end, je veux vraiment m'impliquer dans l'éducation des enfants, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre sur la table et qui sont entendables. Après, finalement, c'est le comment on y parvient et c'est ça qui est intéressant. Voilà, vraiment en quelques lignes très… Merci beaucoup. Du coup, vous nous avez donné quelques illustrations, notamment en matière de la famille, mais vous nous avez expliqué que ça concernait bien sûr tous les domaines. Céline, justement, dans votre domaine, quel serait un exemple, une illustration de négociation spontanée classique et qu'est-ce que la négociation raisonnée, du coup, a apporté, vous, à votre pratique ? Alors, je reboucle avec ce que vous disiez là, par rapport au conflit. D'abord parce que ça me semble un élément important, juste pour vous montrer la manière dont mon exercice à moi s'est mis en place. Moi, j'aime pas le conflit. Alors oui, c'est bio, oui, c'est consubstantiel à l'humain, et justement parce que c'est consubstantiel à l'humain, on y est plus ou moins bien. Le conflit, c'est plus ou moins violent pour la personne. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime fonctionner ensemble. C'est ça qui, pour moi, a du sens. Et de fait, ce qui, pour moi, est le plus important, c'est pas imposer le point de vue, mais c'est avoir du sens. Ça rejoint l'idée, ce qui est sous-jacent dans ce que nous expliquait Catherine à l'instant, c'est que l'enjeu, c'est de parvenir à une solution qui aurait du sens, et qui aurait du sens pour tout le monde. C'est ça l'idée du gagnant-gagnant. C'est qu'on ne se retrouve pas avec un gagnant et un perdant, mais qu'on soit tous avec l'ensemble des parties prenantes, avec un résultat qui satisfait l'ensemble. Alors, ce qui signifie que ça, on y reviendra, j'en suis sûre, c'est plutôt au-delà d'une manière de faire, c'est une manière de lire l'ensemble des choses qui se passent. C'est un rapport à la situation qui est transformé. On n'est plus dans une situation de négociation classique qui globalement est du marchand de tapis, c'est-à-dire que je fais un pas, tu fais un pas. Et j'ai l'impression de gagner dès lors que j'ai fait moins de pas que toi. Voilà. Donc je reste sur ma position, je reste sur la tienne et on avance comme ça jusqu'à un résultat où celui qui lâche le plus est celui qui a perdu et celui qui lâche le moins est très content de rapporter son tapis. Alors, je l'ai eu un super prix. Et ça, c'est transposable à toutes les situations. Dans la négociation raisonnée dans la situation, mon exercice en particulier en matière de dommages corporels, on est donc face à des personnes qui sont blessées, plus ou moins profondément, mais dans leur histoire, c'est toujours un fracas. Quelle que soit l'ampleur de la chose, c'est l'événement qui survient est toujours fracassant. Ça peut être aussi des personnes décédées, donc c'est aux ayants droit, sont les ayants droit qui agissent. Celui qui lâche, et pour vous donner un cas, une illustration très à la fois assez récente et qui est un exemple que je donne très souvent parce qu'il est, je crois, assez parlant. Les personnes qui ont subi l'attentat du Bataclan
qu'elles y étaient en couple ou seules, enfin, je veux dire, pas avec leur conjoint, ont été nombreuses à divorcer dans les suites de l'attentat. Et elles l'ont vécu comme étant directement liées à l'attentat lui-même. Parce qu'elles n'ont pas vécu le trauma de la même manière, parce qu'elles n'ont pas vécu les suites du trauma de la même manière, le rythme n'était pas le même, les besoins, la longueur, la durée de ce qui était apparu important et de ce qui n'était plus, etc. Donc les phases, oui, ils allaient beaucoup mieux, puis ils allaient beaucoup moins bien. Toutes ces phases-là ont été vécues de manière très dissonante, et donc assez violente. L'entente, le fondamental du couple n'était plus là. Donc ils ont été assez nombreux à divorcer. Et pour une des personnes qui étaient présentes, les deux étaient présents. Donc ils étaient très la main dans la main à divorcer dans les suites de l'attentat. Et elles l'ont vécu dans la fosse ensemble. Ils l'ont vécu de manière vraiment collée physiquement. Et puis, par la suite, voilà, 1 an après, divorce. Donc tout a été très rapide, extrêmement brutal, extrêmement trauma de la même manière. Le rythme, une des choses les plus importantes pour ce couple-là, pour les deux, surtout pour madame, ça a été de faire reconnaître ça, puisque tout l'enjeu, c'est évidemment de la reconnaissance pour la réparation, pour contribuer au sentiment de réparation. Et donc toute la procédure avec le fonds de garantie a été sur les postes de préjudice classiques, identifiés, enfin, ils sont évalués dans le cadre des expertises médico-légales, et sur le pointage de ce qui fait du sens pour les personnes. Et pour cette personne-là, donc ils ont été assez nombreux à divorce, soit reconnus comme imputables. Et pour elle, pour lui, pour d'autres, les discussions que j'ai pu mener avec le fonds de garantie ont conduit à la reconnaissance, d'abord parce que ça a été reconnu pendant l'expertise, mais après, au moment de la négociation véritablement de ce qui est considéré, c'était très reconnu formellement, sur le plan pas simplement médical, enfin, pas médico-légal, mais juridique, et donc juridique dans toute son ampleur sur l'impact humain que ça a sur la personne. Eh bien, les divorces ont été reconnus comme la suite imputable. Une des choses les plus importantes pour ce couple-là, pour les deux. Donc ça, sur le plan psychologique, c'était fondamental pour les personnes. Après, les sommes ont été ce qu'elles ont été. C'est pas ça les montants les plus importants. Mais sur le plan symbolique, réparatoire, leur vie a été fracassée. Donc toute la procédure avec le fonds est cassée, et la vie de couple en particulier a été fracassée. Et ça ne fait pas partie des postes de préjudice classiques. Et on dit ce couple-là, pour les deux, surtout pour madame, classique, identifié en faisant parler les personnes et en parlant finalement de personne à personne, c'est-à-dire la victime elle-même et le gestionnaire du fonds de garantie. Donc là, on renoue avec le lien bio, le lien d'humain à humain. Et bien, voilà, ça a été continué, ça a été acté. Voilà, donc le pointage. Ouais. Vous nous expliquez que souvent, sur ce type de dossier, en matière de réparation du dommage corporel, un des besoins qu'il va falloir accueillir et dont il va falloir prendre compte, c'est le besoin de reconnaissance des victimes. Du côté de la compagnie d'assurance, est-ce qu'il y a un besoin particulier aussi, puisque comme on parlait de solutions gagnant-gagnant, quel est le besoin auquel finalement la négociation répond du côté de… Alors, moi, je commence toujours par leur dire, d'abord, je m'adresse à eux de manière pas formelle, enfin, moi, toutes les postures, le formalisme, en discutant, en l'expliquant, en faisant parler les habituels, enfin, le côté que je trouve assez archaïque de la profession, les personnes, je les salue, je me présente, je le fais par téléphone, j'envoie pas un courrier en tête, ça a été avec des formulations un peu raides et un peu habituelles. Donc, voilà, ça a été acté. Personne qui a souffert, qui a été blessée ou fracassée, a été fracassée. Et ça a aidé. Donc je prends contact en direct, en discutant. Je commence toujours simplement en très spontané, en faisant, c'est archaïque de la profession, je le fais par téléphone, j'envoie pas un courrier, vraiment d'une manière en groupe, quoi. Collaboratif, chacun dans son groupe, chacun à sa place. Et je reconnais d'emblée qu'ils vont avoir besoin d'éléments spécifiques, c'est eux qui sont en charge d'indemniser. Donc, à la fois, je les rappelle, si vous voulez, dans leur fonction, c'est-à-dire que, et je les reconnais comme telles, votre fonction, il s'agit, c'est-à-dire que, et je les reconnais comme telles, votre fonction est d'indemniser, et
Donc, ils sont là, on ne les considère pas comme un portefeuille à pattes, enfin, je ne vais pas du tout avec un regard plein d'a priori à l'égard des assurances. Oui, mais on sait que vous êtes fourbe, en fait, on sait que vous ne voulez jamais payer, on cotise tous les mois, mais quand on a un pépin, vous n'êtes jamais là. Enfin, oui, cette espèce d'inconscient collectif qu'on porte largement en nous, moi, je l'écarte d'un chose très bonjour, merci d'exister. Voilà, nous allons donc discuter ensemble. Et de quoi avez-vous besoin? Je commence par ça. Vous allez nécessairement avoir besoin d'éléments. Vous ne connaissez pas la personne qui a subi l'accident, l'attentat, l'erreur médicale, etc. Moi, je la connais. Et donc, je vais faire le lien entre les deux. Dites-moi de quoi vous avez besoin. Et moi, je vais faire en sorte. Et ce que je ne dis pas, et ce que je fais, et ce que je leur montre, c'est que je me plie en 4 pour leur transmettre les éléments en mettant à leur place. Si j'étais le gestionnaire de l'assurance, comment est-ce que j'aimerais recevoir les documents? Donc, ils sont toujours classés, anticipés, présentés, synthétisés, etc. Pas juste en disant, tiens, allez, vas-y, débrouille-toi avec ça. Jamais. Donc, je les reconnais dans leur rôle d'assureur, je les reconnais dans leurs besoins, je reconnais les gestionnaires dans le fait qu'ils ont 500 dossiers sur les bras et que pour sortir du côté justement dossier et revenir dans une réalité humaine, eh ben, il faut remettre de l'humain. Merci beaucoup, Céline. Je pense que là, tous les confrères et consoeurs qui nous regardent ou nous écoutent comprennent à quel point ça implique un changement de posture et vraiment un travail sur le savoir-être. Catherine, du coup, je voulais vous poser la même question. Finalement, comment vous en êtes venue à la négociation raisonnée et aux solutions négociées? Alors, moi, dans le tout début de ma carrière, je faisais du recouvrement de dettes d'État. Donc, c'était passionnant intellectuellement. Et j'avais en face des confrères tout aussi très passionnés, très, très intéressants. Et on avait des liens, j'allais dire, confraternels et normaux. Et puis, j'ai décidé, pour plein de raisons, de faire du droit de la famille. Et là, tout d'un coup, j'ai eu affaire à des confrères, ou plutôt, on va dire, des relations surprenantes, proches de l'hystérie, où on décroche son téléphone, c'est pour se prendre un seau de merde, pardon, mais ça ne s'appelle pas autrement. Et on se fait à chaque fois engueuler, votre client ou votre cliente est forcément le con, la salope, le connard, enfin voilà, donc tous des mots fleuris formidables. Et un jour, je me suis quand même retrouvée debout sur mon bureau à vociférer contre un de mes confrères. Donc, j'étais rentrée dans cette hystérie, moi aussi. Et là, je me suis dit, non, ça, c'est pas moi, ça va pas être possible, je peux pas travailler comme ça. Et moi, ce qui m'importait, c'était d'aider les familles qui passent des crises, que ce soit une séparation, que ce soit un deuil, que ce soit une succession, que ce soit des problématiques d'adoption. C'est des familles qui passent des crises et peu importe la crise, je n'ai pas à la juger, j'ai à l'accueillir et à pouvoir les aider pour s'en sortir. Et je me suis dit, si en plus les avocats se mettent à être hystériques alors que les familles sont en crise, on ne va jamais s'en sortir. Et donc en 2006, j'ai lu un article sur le droit collaboratif à l'époque et je me suis dit, mais voilà, c'est ça. C'est exactement comme ça que je veux faire. Je veux apprendre ces techniques-là. Et donc, je suis tombée dedans, j'allais dire, enfin, en 2007, juin 2007. J'ai fait ma première formation. J'ai eu mon premier dossier collaboratif en septembre 2007, hyper contentieux. Enfin, aurait pu être un contentieux judiciaire hyper violent. Et puis, on s'en est sorti en négociant, en travaillant, et on a fait en sorte que cette famille, donc ce couple qui se séparait alors que madame venait d'apprendre que monsieur la trompait depuis des années avec sa meilleure amie et sa cousine, et j'en passe et des meilleurs, n'empêche qu'ils restent parents ensemble. Et que donc, ils sont arrivés en décembre 2007 devant le magistrat, parce qu'à l'époque, on faisait encore homologuer nos accords par le magistrat. Et devant le magistrat, ils sont arrivés en disant, ben voilà, on s'aime peut-être plus et on s'en veut encore peut-être beaucoup, mais au moins, on sera restés parents ensemble. Et là, pour moi, ça a été une vraie victoire. Et à partir de là, je me suis dit, OK, ça, c'est la bonne voie. Et c'est la voie, en plus, qui va, j'allais dire, d'un point de vue sociétal, c'était de plus en plus de demandes où, finalement, les gens qui divorcent aujourd'hui ou qui se séparent aujourd'hui, ce sont souvent aussi des enfants qui ont vécu des séparations de leurs propres parents et qui ont été des séparations qui ont duré, mais sur des années, avec une violence incroyable, dont eux-mêmes, en tant qu'enfants et en tant qu'individus, ont énormément souffert, et ils ne veulent pas reproduire ça. Donc, il faut pouvoir leur donner d'autres instruments. Et pour moi, l'autre instrument, c'est la compréhension, l'accueil de la réalité, de leur réalité à eux, sans jugement. Et à partir de là, on peut les aider avec des techniques, évidemment avec le droit. Il y a des règles à appliquer, il y a de l'information à donner
beaucoup d'informations, il y a beaucoup de fausses croyances sur les divorces, sur les histoires concernant l'autorité parentale. Donc, c'est faire beaucoup de pédagogie. Et puis après, c'est de la technique de négociation, mais pour que ça soit gagnant-gagnant. Il est évident que dans un couple ou en dehors d'un couple, pour d'autres sphères, toutes ces formes de négociation, elles sont aussi constitutives d'un maintien d'un lien, quel que soit le conflit en amont. C'est-à-dire qu'il y a un conflit, ok, voilà, ça arrive, et pour autant, on ne va pas défaire le lien, on va continuer le lien. Et voilà, cette négociation permet de continuer le lien. Et donc, vous disiez tout à l'heure, je pense avec énormément de justesse, c'est plus un savoir-être qu'un savoir-faire. Le savoir-faire, il s'apprend assez facilement. Après, c'est vraiment changer de posture, accepter qu'en tant qu'avocat, on puisse être, je veux dire un gros mot pour les avocats, plus humbles. D'accord. Voilà. Et après, je peux parler pendant des heures et des heures, arrêtez. Hein. Il y a un gros boulot pour chacun, c'est sûr. Et du coup, moi, ce que je me demandais, là, quand vous mentionniez un de vos premiers dossiers qui était particulièrement violent et qui aurait pu partir au contentieux, finalement, est-ce qu'il y a une typologie, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des dossiers qui ne se prêteraient pas à la négociation? Est-ce que l'une ou l'autre, peut-être que Céline aussi a des éléments d'ailleurs de réponse sur pour pouvoir être en négociation, c'est comme un tango, il faut être deux. Il faut que les deux aient envie de trouver une solution négociée. Si on a un qui veut absolument aller à la castagne, donc on a besoin, parce qu'il a besoin d'avoir une décision d'en haut, une décision d'un tiers qui serait donc la décision d'un juge, auquel cas la négociation, en tous les cas en première intention, n'a pas forcément beaucoup de sens. Il y a aussi un effet de catharsis avec un procès, qui peut dans certaines conditions, pour certaines personnes, être tout à fait nécessaire. Donc, ce n'est pas la négociation à tout prix. Alors moi, j'aimerais évidemment, dans un monde idéal, j'aimerais qu'il n'y ait que de la négo. Mais parfois, même si on veut de la négo, il faut que l'autre veuille négocier aussi. S'il ne veut pas, voilà. Oui. Céline ? D'accord. Céline, vous, dans votre expérience et votre domaine, est-ce que les dossiers, vous avez observé qu'ils ne se prêtaient pas à la négociation ou... Alors, pour faire rien avec ce que disait Catherine, oui, il y a des gens qui ont besoin de ça, hein, de la reconnaissance par le tiers, mais surtout, il y en a qui ont, la majorité pense avoir besoin de ça pour obtenir la reconnaissance. Et ça, c'est parce que, à mon sens, c'est parce que collectivement, on n'a pas de connaissances, ça ne fait pas partie de notre bagage de connaissances collectives de savoir ce qu'il faut faire en cas d'accident. On sait très bien que la voiture cassée dans un accident, elle va devoir se faire expertiser. Oui, ma voiture, l'expert n'est pas encore passé, tout ça, elle est au garage. Tout ça, c'est des phrases qu'on connaît, un déroulé que l'on connaît. Et globalement, à peu près personne ne sait, spontanément, que la personne cassée dans la voiture cassée va devoir, elle aussi, être expertisée pour la voiture cassée dans un accident, juste un déroulé que l'on connaît. Et globalement, que la personne cassée dans la voiture qui a constaté les dommages, etc. Ce qui, qui ont été à devoir, elles aussi, les personnes-là, qui ne baignent pas dans cette connaissance, ou si on veut divorcer, qui ne baignent pas dans cette connaissance, on sait que ça doit passer par un avocat. On sait qu'il y a le recours au juge éventuel. Mais en matière de dommages corporels, ce que l'on sait de manière collective, c'est globalement oui, le juge pour le faire payer, vous voyez, puis alors avec quelque chose là aussi, hein, d'assez de très tripal, de très archaïque, de le faire payer, le faire cracher, vous voyez, on va y aller, puis on va tout péter. Donc ça a quelque chose de... Ça, c'est parce que c'est la colère qui est la traduction de la souffrance de la personne. Mais dès qu'on explique un tout petit peu que ce qui est derrière là, c'est la reconnaissance de ce qui a été vécu, dès qu'on explique ça aux personnes, alors tout de suite, elles changent immédiatement, vous voyez, d'attitude en disant que « Ah oui, mais elles ne sont pas vindicatives, c'est simplement qu'elles ont besoin, en effet, d'être reconnues. » Donc ça, c'est la majeure partie des cas.
C'est simplement qu'il y a une méconnaissance en matière de dommages corporels par rapport au droit de la famille. Il y a une connaissance collective, hein, simplement de tout un chacun. Et puis, il y a certains aspects, le volet pénal, en particulier, quand il y a un volet pénal, là, on doit passer devant le juge pour l'établissement des faits, pour la reconnaissance et pour l'élément punition collective. Hein. Ça, c'est le côté la sanction à l'égard de la violation de la règle, dès lors qu'elle relève d'un volet pénal. Après, le reliquat, oui, il y a des cas dans lesquels alors, il y a des personnes qui voudront absolument aller au contentieux. Mais ça, je crois que c'est vraiment à la marge, dès lors qu'elles ont connaissance, qu'on leur explique avec une pédagogie à la fois humaine et très technique, de ce que ça signifie concrètement la négociation, enfin, le cheminement amiable. Parce que une négociation, ça peut avoir, vous voyez, quand il s'agit des blessures, hein, on va négocier ou un petit peu, hein, donc il faut être plutôt, vous voyez, dans le mode amiable. C'est plutôt ça, hein, en termes de pédagogie qui est audible, en tout cas au début. Parce que la négociation, c'est à la toute fin. Hein. La négociation, c'est uniquement sur les montants. Parce que tout le processus, lui, c'est simplement le fait qu'on n'est pas dans un cas contentieux. Après, il y a ce qui reste, en fait, là, de manière un peu objective, enfin, en tout cas à mes yeux, c'est pas tant de l'humain, c'est que objectivement, c'est s'il y a un différend juridique. S'il y a un différend juridique, on a besoin du tiers pour dire le droit, pour interpréter le droit et pour trancher. Là, oui, là, il y a un recours au juge qui est assez incontournable quand il y a un différend juridique véritablement. Mais en matière corporelle, on est, dans la majeure partie des cas, on n'est pas sur un différend juridique. Donc, on n'a pas de nécessité. Oui, Catherine, allez-y. Ouais, juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que les gens, même enfin, en matière familiale aussi, arrivent avec, ils ont envie d'en découdre parce que ça vient de se passer, parce que donc ils arrivent souvent dans les cabinets d'avocats avec l'envie d'en découdre, l'envie que elle paye cher ce qu'elle vient de faire, ou il paye cher ce qu'il a pu faire, parce que les gens peuvent se sentir trahis, non considérés, enfin plein de choses. Et en fait, ça dépend aussi comment on accueille ça en tant que professionnel, en tant qu'avocat. Et je vois, moi, j'ai un souvenir absolument, enfin, qui a été magistral avec une cliente qui est arrivée à mon cabinet extrêmement fâchée, dans une colère mais noire, et qui me dit, voilà, je veux être divorcée dans 6 mois et je veux voir les couilles de mon mari sur votre bureau dans 6 mois. Alors, comment vous dire, quand elle m'a dit ça, bon, j'ai un imaginaire très BD dans ma tête, hein, donc j'ai vu les couilles de Reiser sur mon bureau et j'ai fait, oh, que j'ai pas aimé, quoi, voilà. Et en fait, en accueillant simplement sa colère, sa violence, elle se sentait hyper trahie dans tout ce qu'elle avait monté. En plus, elle venait d'Argentine, elle avait fait plus de 6000 km. Bref, il y avait plein de choses qu'ils faisaient. Et on s'est fait un magnifique processus collaboratif parce que finalement, ce dont elle avait besoin, c'était de cette reconnaissance-là, qu'elle était trahie. C'est ça. Voilà. D'accord. C'était juste pour rebondir sur j'ai bien compris dans vos domaines particuliers qu'il y avait un travail à faire pour expliquer les choses aux clients. Et ma question suivante, ça va être quel travail vous effectuez pour vis-à-vis de votre interlocuteur, notamment, enfin Céline ou Catherine, ce sera la même chose. Enfin, ce sera la même chose. En tout cas, c'est la même question, pas forcément la même réponse. Mais qu'est-ce que vous faites pour, pour amener votre interlocuteur, notamment lorsqu'il n'est pas formé, sur le terrain de la négociation raisonnée? Céline, peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire votre vision? Bon, d'abord, les compagnies d'assurance et le fonds de garantie ont l'habitude de fonctionner en amiable. Hein, donc, ont l'habitude, et puis ils préfèrent. C'est plus rapide, c'est moins lourd, c'est moins cher, voilà, c'est moins pesant, quoi. Plutôt que de rédiger des compagnies, il y a un côté très abattage et très répétitif quand on est en lien avec quelqu'un, quand on se parle, quand on est à l'oral et moins à l'écrit. C'est plus, c'est plus souple, c'est plus fluide, c'est plus confortable, c'est plus souple. Et donc, ils ont l'habitude. Mais ils ont l'habitude en négo classique. Donc, écoutez, un marchand de tapis, voilà ma position, et puis on y revient 3 fois, mais finalement, à la 3e fois, c'est ma dernière proposition et je ne bougerai pas, blablabla. Enfin, vous voyez, le processus très
très prévisible. Ah oui, c'est la dernière fois que bon, alors je vais décrocher mon téléphone, puis on va se parler, puis comme par hasard, ouais, c'est blablabla. Donc tout ce côté prévisible là, c'est très chiant évidemment. Donc moi je l'écarte et en fait je les amène de fait. Je leur explique pas, je leur dis pas, bon, alors vous avez l'habitude de faire de la négociation traditionnelle, mais ça, c'est de la grosse merde, et donc on va faire maintenant de manière nouvelle, et on va faire de la négociation, vous voyez, moderne, et ça s'appelle la négociation raisonnée. Évidemment, je ne fais pas comme ça. Donc je leur montre, je leur explique pas, et donc on va faire maintenant de manière nouvelle, réfléchie, hein, c'est pas. Alors oui, bien sûr, c'est des éléments techniques quand on peut les identifier comme tels, ça peut se transmettre comme ça, comme des choses à apprendre. Moi, ça fait partie de ce qui est important pour moi, c'est-à-dire de me mettre à la place de l'autre systématiquement, de ne pas le considérer comme un ennemi, comme un adversaire, mais de le considérer comme une personne qui a sa place, qui a son rôle, qui n'est pas nécessairement un four, enfin, oui, qui va avoir tous ses moteurs silencieux. Hein. Il va avoir ses besoins, ses craintes, ses habitudes, ses projections, etc. Donc, je commence par, globalement, je montre l'exemple. Donc, j'anticipe, je suis proactive, je suis aimable, j'écoute, je me mets à la place d'eux, j'expose les choses et je transmets. Vous avez besoin de ça, je vous transmets à son rôle et qui va avoir fait ça. Vous en avez besoin dans quel délai? Vous avez besoin, l'expertise est à telle date, très bien. Donc je transmets aux assurances, au fonds de garantie, à l'expert selon l'interlocuteur dont il est question à chaque étape. Je transmets les documents à l'avance, c'est-à-dire que je laisse le temps à la personne de prendre connaissance. Après, elle voudra en prendre connaissance ou pas, ou 5 minutes avant, ou une semaine. Moi, je table sur ce qui est le plus. Oui, je transmets. Vous avez besoin de ça, je vous transmets ça. Et oui, des petits détails, des petites choses, mais ça dépend toujours. Enfin, c'est comme ça que c'est huilé. Hein. Les experts, je prends la tâche avec le secrétariat ou l'expert lui-même, etc. Je lui demande s'il veut faire en papier ou par voie électronique. Et je dépose le dossier s'il y a besoin en papier ou je le transmets par voie électronique s'il y a besoin. Oui, je m'adapte le plus ample et polluant. Tout ce qui pourrait être le petit formalisme qui agace et qui met qui fait qu'on va se concentrer sur ces petites choses merdiques-là qui n'ont aucun intérêt plutôt que sur l'essentiel, c'est-à-dire la personne. Donc, je montre l'exemple. C'est la première chose. Et tout ce qui pourrait être la transparence. Voilà. Moi, c'est enfin, je ne suis pas du tout dans la stratégie calculatrice. Quoi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on fonctionne, je m'adapte sur l'essentiel ensemble et qu'on arrive au bout ensemble. Donc, transparence. Et pour tout ce qui pourrait être le petit force. Mais ce qui fait que pour moi, c'est infiniment plus confortable. C'est-à-dire que je me mets à la place de l'autre. Donc, je lui transmets moi, c'est la stratégie calculatrice. Ce qui m'intéresse, c'est classé, c'est aimable, c'est en anticipation, c'est de lui transmettre des choses qui sont presque. Oui, c'est pas tout mal. C'est pas juridico-technique. Pour établir. Donc, c'est très carré, c'est très rigoureux, mais pour que les personnes puissent appliquer nos routines. Mais au moins, c'est pas de plapla, enfin, vous voyez, de petits irritants. Quoi. On va tout de suite à l'information et on chemine ensemble. Et en faisant comme ça, eh bien, comme tout est anticipé, l'histoire, c'est ça, hein, puisque tout est anticipé, au final, au moment où on arrive à parler d'argent, ben ça se fait presque tout ça. D'accord, donc voilà. C'est principalement par l'exemple et en mettant tout de suite les choses finalement en place. Catherine, est-ce que vous avez la même façon de procéder lorsque vous avez en face de vous un interlocuteur qui n'est pas formé? J'ai l'interlocuteur qui est d'abord mon client, donc avec qui je fais pas mal de pédagogie. Et puis à partir du moment où on part en négo, soit j'ai en face de moi un avocat qui est formé à la négo raisonnée ou encore mieux au droit collaboratif, et qu'on fasse ou pas le dossier sous la méthode collaborative ou qu'on le fasse, j'allais dire, de manière plus traditionnelle parce que telle ou telle raison ne nous permet pas d'aller vers un droit collaboratif. Avec là, c'est un grand boulevard, hein, on parle le même discours. On sait que prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation, c'est ce que vient d'expliquer Céline, hein, c'est essentiel, y compris avec ses confrères. Et quand ce n'est pas le cas, ce qui arrive aussi, hein, quand même, il y a encore trop de confrères pas formés, évidemment, je ne vais pas dire « Oh, en fait, on va faire une négo raisonnée, nouvelle expérience, vous allez voir, c'est hyper sympa. » Je fais les choses. C'est-à-dire que je vais
apporter toutes les pièces que je peux apporter qui vont permettre finalement d'établir les bases d'une négociation. Je ne vais pas être dans la rétention, je ne vais pas être alors, c'est moi qui fais la première proposition ou c'est toi stratégiquement, c'est quoi l'enjeu? Punaise, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'est de réussir une négo. L'enjeu, c'est de sortir de ce conflit. C'est ça l'enjeu. C'est pas qui va parler en premier, parce que si je parle en premier, je suis plus fort, je suis moins fort. Enfin, tout ça, moi, ça me gonfle. Sincèrement, ça me gonfle vraiment. Donc, oui, c'est d'être aimable. Alors, moi, je ne décroche pas mon téléphone tout de suite, mais j'écris un mail en disant, voilà, à quel moment c'est opportun pour vous qu'on se parle par téléphone. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise. Si le confrère me dit, c'est mercredi à 15h, j'appelle mercredi à 15h. Parce que je sais que là, à ce moment-là, il sera dispo dans son planning. Et donc, je vais aussi parler de son client, mais son client, ce n'est pas la bête à abattre. Son client aussi, je vais prendre soin de lui, finalement, soin de cette situation. Et en fait, en le faisant comme ça, c'est pas, vous disiez, montrer l'exemple. C'est pas tellement montrer l'exemple, parce que ça, je trouve que c'est un peu... enfin, c'est pas... Voilà, en fait, on est comme ça, et comme c'est quand même assez sympa, et du coup, c'est plus fluide, et c'est plus confortable, les gens viennent vers le confort. Instinctivement, le cerveau humain, il va vers l'économie, et être dans une relation qui est non tendue, etc., c'est plus reposant pour le cerveau humain. Donc, très facilement, on va vers quelque chose de simple où finalement, la transparence, ben non, il n'y a pas forcément une stratégie derrière. Et je pense, après, moi, ça fait partie de mes croyances, mais je pense que l'intention qu'on met dans les actes que l'on fait, si mon intention est de donner toutes les pièces pour mieux avoir les pièces de l'autre et pouvoir après lui rentrer dans l'art, quelque part, ça se sent. Et dans ces cas-là, il y a un biais. En revanche, si mon intention, c'est vraiment la transparence, parce que vraiment, il faut sortir de là un accord qui est gagnant-gagnant, qui est mutuellement acceptable, qui est pérenne, ça se sent. Enfin, je veux dire, on reste des humains, même si c'est à travers une visioconférence. C'est plus un état d'être. Oui, d'accord. Et Céline, du coup, est-ce que vous, par rapport aux compagnies d'assurance, vous nous disiez qu'elles pratiquent avec vous la négociation, vous les amenez finalement sur votre terrain. Est-ce que parfois vos interlocuteurs sont formés à la négociation raisonnée ou c'est assez rare? Enfin, qu'est-ce que vous observez comme… Non, jusqu'à présent, je n'ai pas eu formellement de représentants, que ce soit les gestionnaires ou les inspecteurs d'assurance qui le mandatent. J'en ai pas rencontré jusqu'à présent qui soient formés. Mais ceci dit, quand je disais tout à l'heure montrer l'exemple, oui, moi je l'entends pas comme ça. C'est pas quelque chose de lourd là-dedans. C'est simplement agir très spontanément dans un certain sens. Et donc c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas, à ma connaissance, en tout cas ceux avec qui j'ai été en contact jusqu'à présent, n'ont pas été formés vraiment en faisant les journées, etc., en mettant les mains dedans, en prenant connaissance de ces choses-là, de nouvelles, mais finalement, sans beaucoup de bon sens. Hein. Et oui, il se calme, très spontanément, parce qu'il y a, oui, c'est un dialogue, quoi, très simplement, en étant fondé sur le raisonnable, sur ce qui fait… on s'adresse à la personne et on va parler d'une personne. Et donc, les choses se font assez spontanément. Ceci dit, donc, les gestionnaires et les inspecteurs d'assurance, ils pratiquent assez facilement, enfin, en tout cas, ils sont assez nombreux quand même à pratiquer assez facilement cette manière de faire. C'est un peu comme ce journal, quoi. Oui, il faut un dialogue quand la négociation est raisonnée sans le savoir. Et alors qu'on leur montre l'exemple, c'est-à-dire qu'on agit de cette manière-là, très simplement. On est de cette manière-là, où c'est vraiment vrai. Tout est là. Hein. C'est pas une posture, c'est pas une espèce de nouvelle technique pour arriver à un truc plus vite, machin, plus tranquille. Non. Il faut qu'il y ait cette vérité-là. On est vraiment. C'est pour ça que moi j'ai pris ce parti-là, parce que ça me convient à moi, de ne faire que ça, parce que c'est comme ça que moi ça me convient. Et donc c'est vrai, c'est juste et c'est ça qui se sent. C'est pour ça que ça. Il y a une phrase du Dalai Lama que j'aime bien et que je trouve assez vraie. Enfin, si tu veux que les gens te sourient, souris-leur jusqu'au moment où ils te sourient. C'est quand même à un moment donné,
dans les interactions qu'il peut y avoir avec des confrères. Par moments, ça se passe mal, c'est un peu grippé. Et là, de temps en temps, on a franchement envie de rentrer, enfin moi, en tous les cas, j'ai franchement envie de rentrer dans l'art. Mais si je me force juste en me disant, non, mon objectif, c'est l'accord, mon objectif, c'est ça. Donc, je me remets, et je ressouffle un coup. Et en fait, ça induit ça aussi. Évidemment, si au premier ton un peu levé, on répond en format miroir, c'est mort. C'est juste, et c'est ça. Il y a une sorte de mimétisme finalement à encourager. Bah ouais, ça s'appelle les neuromiroirs en fait. Ouais. Ok. C'est difficile de faire la gueule à quelqu'un qui sourit en permanence. D'accord. C'est super intéressant. Et par rapport, Catherine, vous, aux formations que vous donnez au sein de la FPDC, est-ce que c'est des formations qui sont ouvertes qu'aux avocats ou est-ce que justement les tiers, notamment des intervenants en compagnie d'assurance, mais de tout autre tiers qui pourraient être interlocuteurs dans une négociation, seraient aussi le bienvenu dans ces formations? Ouais. Mais tout à fait, elles sont les bienvenues. Et d'ailleurs, plein de personnes, enfin plein, n'exagérons rien, mais évidemment, la grande majorité ce sont des avocats, puisque les avocats restent les chefs d'orchestre d'un processus collaboratif. Mais il n'en demeure pas moins que, oui, on a déjà eu évidemment des notaires. Et là, on fait des formations maintenant dédiées aux tiers. Donc, il n'y a pas forcément tout le panel, etc. Mais il y a l'essentiel de la formation sur le droit collaboratif, enfin, en tout cas, ce qui permet de l'expliquer de comment ça fonctionne. Donc, on a eu des notaires, on a eu des psys, on a eu des experts financiers, on a eu des directeurs juridiques, on a eu… Toute personne qui serait intéressée peut s'inscrire. Comment on fait pour connaître les formations et enfin, en pratique, comment on fait pour savoir… En pratique, comment on fait? On va sur Internet, on tape formation en droit collaboratif et là, on choisit AFPDC. Et sur le site de la FPDC, il y a toutes les formations qui ont lieu et à Paris et en province. Et la prochaine, elle a lieu dans 15 jours, le 17 septembre, on part à Saint-Rémy pour faire une formation à des confrères. Il y en aura une autre, je crois qu'il y en a une autre à Rouen un peu plus tard, enfin bref, il y en a. Et puis aussi, il y a la possibilité, soit pour une société ou pour un groupe d'avocats ou un groupe de notaires, ou notaire, avocat, huissier, enfin peu importe, un groupe d'êtres humains qui veut, ils appellent la FPDC et on leur monte une formation à leur date, pour leur groupe. Voilà, mais très, très flexible. Ok, merci beaucoup. Concernant maintenant la question des honoraires, parce que j'ai bien compris comment vous travaillez, mais du coup, les gens qui nous regardent peuvent se dire peut-être, oh là là, mais ça prend beaucoup de temps, ça doit coûter très cher. Est-ce que vous pouvez chacune nous expliquer finalement ce que la négociation implique, ce qu'elle évite peut-être aussi de faire, parce que peut-être que vous passez plus de temps sur certaines choses et moins sur d'autres, et comment finalement vous facturez dans vos pratiques, comment ça se facture la négo, quoi. Alors peut-être Céline, si vous voulez commencer. Oui, moi j'ai un mode de facturation qui est assez classique pour les avocats en dommages corporels, c'est-à-dire avec un honoraire fixe de départ et puis ensuite un honoraire de résultat à l'arrivée qui est un pourcentage, donc une valeur absolue au départ et un pourcentage à l'arrivée. Moi je suis très confortable, donc pas du tout au temps passé. Je suis très confortable dans ce système-là parce que ça permet de régler la question financière d'emblée et derrière de ne jamais avoir l'argent qui intervient dans le relationnel, les discussions, l'avancée du processus, etc. Et au final, les honoraires ne sont jamais contestés et je n'ai jamais de difficulté pour aller recouvrer les honoraires puisque je les fais payer, enfin, dans la majeure partie des cas, je les fais verser en CARPA. Et voilà. Donc après, les fonds sont en CARPA et la personne, je veux dire, dans le premier rendez-vous, c'est ça qui est stratégique pour la personne. Hein. C'est-à-dire que pour elle, il est essentiel de bien comprendre quels sont les montants, de quoi il est question. Donc, j'explique que ce premier montant qui est en fait comme une forme de provision, hein, si vous voulez, sur honoraire. Donc, ce montant forfaitaire de départ, il dépend de la difficulté, de l'ampleur, enfin, vous voyez, du temps que ça va prendre a priori. Donc ça, je l'évalue et je le propose d'emblée à la personne. Et je lui explique après, là, sans évidemment dire quels sont les montants qui sont
prévisible dans son cas, parce que ça, je ne le fais absolument jamais. Ça, je trouve ça extrêmement beaucoup trop dangereux. Ça fait rentrer des idées dans l'esprit des personnes qui sont tout à fait très, très, très difficiles derrière de revenir dessus. Et donc, je donne des exemples en disant, si votre indemnisation s'élèvera à 10 000 €, si on est à 10% hors taxe d'honoraires de résultat, ça signifiera très concrètement 1 000 € pour moi. Et si c'est 100 000 €, ce sera 10 000 € pour moi. Et si c'est 300 000 €, c'est 30 000 € hors taxe pour moi. Donc, vous voyez, je donne les exemples très concrètement. Je dis, voilà ce que ça va faire. Mais pour moi, c'est très confortable. Donc, pour les personnes, évidemment, c'est très, très tranquille hein, de pouvoir fait qu'on puisse se voir, se parler, etc., autant de fois que nécessaire. Mais tout ce temps-là, moi, je le récupère parce que je n'ai plus du tout de temps devant les tribunaux. Donc, je n'ai pas à rédiger. Je n'ai pas à rédiger des conclusions, je n'ai pas à passer par l'intermédiaire d'un confrère, parce qu'en général, il y en a assez peu souvent. Il y a des cas dans lesquels il y a des compagnies d'assurance des confrères, mais en général, c'est en direct. Je n'ai pas à attendre pour les audiences, je n'ai pas à poireauter au palais, je n'ai rien de tout ça. Et puis, je n'ai pas de délai, je n'ai pas mon emploi du temps qui est cadencé par des délais qui me sont imposés par l'extérieur. La première chose qu'on récupère en amiable, c'est le calendrier. Donc, je récupère la main sur le calendrier. Donc, je peux, moi, étaler, organiser de manière beaucoup plus souple plutôt qu'en contentieux. Ça a eu un impact sur les honoraires, parce que les honoraires et la manière de facturer. Parce que moi, je sais, donc je cours le risque en même temps que la personne, mais je sais le temps que ça va, à peu près, vous voyez, le temps que ça va me prendre. Les choses sont assez processualisées, puisque c'est le temps d'échange avec la personne pour comprendre exactement tous les aspects de son existence qui ont été touchés par l'événement. Et puis après, le gros morceau, c'est l'expertise. Hein. Vous voyez, c'est là où les expertises. Donc, c'est ce temps-là, et qui est un temps qui, globalement, est équivalent au temps des audiences. Voilà, moi, ce temps-là, je le récupère. Et pour moi, c'est beaucoup plus confortable de ne pas être autant passé, mais d'être sur l'honoraire de résultat. Après, il y a une différence. Il y a un petit point peut-être de différence. C'est que la première chose que je fais quand une personne vient me voir, c'est d'aller aux audiences. Voilà, moi, j'ai demandé une provision. Mais ça, on le fait tous. Hein. Ça, c'est le propre, évidemment, des avocats en dommages corporels. Et donc, pour mes honoraires de départ, j'ai c'est-à-dire une personne qui peut être tout à fait démunie. Il y a une limite financière, vraiment, parce que ça va souvent de pair avec l'événement traumatique, en ayant la possibilité d'aller solliciter une provision, donc une avance sur indemnisation auprès de l'assurance. Ça permet à la personne d'avoir la possibilité de payer un avocat, de se faire accompagner par un avocat. Et donc, et moi, c'est la sécurité pour moi d'avoir mes honoraires de départ qui sont réglés. D'accord. Donc finalement, dans votre pratique, en tout cas, il y a peu de risques et je vois beaucoup d'avantages, puisque vous vous consacrez à ce que vous aimez vraiment faire et ce qui vous semble le plus utile pour accompagner le client. Et finalement, tout ce qui était un petit peu contraint et forcé, les écritures qui prennent un temps fou, pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas avocats, ils ne se rendent pas forcément compte du temps qu'on passe en réalité sur les écritures. Mais c'est vrai que si la négociation vous évite ça, c'est un temps énorme qui vous permet de vous consacrer à l'essentiel du dossier et au client. Donc c'est tout mon exercice. C'est ça, c'est tout mon exercice. Moi, j'ai enlevé toutes les scories, tout ce qui moi me convenait pas. Et Catherine, de votre côté, est-ce que les bordereaux de pièces, tout mon exercice. Moi, j'ai enlevé toutes les scories. Vous entendez, ça va? Non, ça a coupé pendant quelques secondes. Je demandais à Catherine si elle avait la même vision des choses. Alors, moi, je fais un peu différemment. Moi, je ne fais pas au forfait ou très rarement. Enfin, après, ça dépend. En fait, ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation du client aussi, forcément. Mais d'une manière générale, je suis auto-horaire, je demande des provisions régulièrement pour que ça puisse être un peu étalé dans le temps. Quand je suis sur une négo, et plus particulièrement une négo en droit collaboratif, je n'ai pas d'intéressement. C'est-à-dire, je me refuse en tous les cas d'avoir un honoraire de résultat. On est en matière familiale. Enfin, pour moi, ça n'a pas de…
En revanche, il peut y avoir une prime de réussite. C'est-à-dire, si un client vient me voir en me disant, là j'en ai eu un il n'y a pas très très longtemps, qui m'a dit, voilà, moi je veux absolument un accord et il faut, pour X, Y raison, là en l'espèce c'était une expatriation, que ça soit réglé avant la fin de l'année. Et si vous arrivez à régler dans la fin de l'année, avant la fin de l'année et que ça soit bien, il y a une prime de résultat. Donc la prime de résultat, c'est un montant qui est fixé à l'avance, que le client connaît. Et si le résultat arrive et si le client est satisfait, donc il va verser cette prime qui n'est pas donc proportionnelle et qui n'est pas au pourcentage des sommes soit obtenues ou des sommes économisées. Donc, je fonctionne. Très intéressant aussi, oui. Et moi, je fonctionne plutôt comme ça et ça marche. Enfin, les gens sont assez contents. Dans le cadre de négo, j'ai pas du tout d'ailleurs de contestation d'honoraires parce que les clients sont là tout le temps avec moi. Et effectivement, comme vous le disiez très justement, ils ne sont pas à côté de nous quand on écrit des écritures. Et même si on a pris 10 ou 12 pages d'écriture, ils ne se rendent pas compte du nombre d'heures qu'il peut y avoir derrière pour être précis, etc. etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'en négo, il y a moins d'heures de travail. Il y en a tout autant, mais elles sont différentes. Et surtout, les clients sont la plupart du temps présents. Donc, ils voient le travail. Et du coup, il n'y a pas vraiment… Enfin, moi, je n'ai jamais eu de contestation d'honoraires, en tout cas, sur les négos. J'en ai plus sur du contentieux où il y a des écritures. Et en plus, on ne sait jamais parce qu'en fonction du contradicteur que l'on peut avoir, il faut répondre, pas répondre. Enfin, bref, on connaît tout ça. Je trouve ça moins confortable. Je trouve ça plus confortable. Je rejoins Céline là-dessus. Sur la négo, le fait d'être dans un format de recherche de solutions négociées, finalement, quelle que soit la méthode, mais peu importe, c'est la recherche de solutions négociées. C'est-à-dire qu'on va être enfin sur son agenda. On n'est plus dépendant d'un juge. On n'est plus dépendant d'obligation de délai entre deux moments, enfin, entre deux mises en état, par exemple à Paris, en tous les cas, entre deux mises en état, en matière familiale, il y a forcément 2 mois. Alors que de temps en temps, on a juste besoin d'un petit chou et de 15 jours de plus, quoi. Et non, si on demande un renvoi, bam, ça nous reporte forcément 2 mois. Et 2 mois dans la vie d'une famille, ça peut être excessivement long, surtout quand il y a des enfants. Je veux dire, ça peut être compliqué, quoi. Et je trouve qu'effectivement, pour ça, la recherche de la recherche de solutions négociées, ça permet d'avoir son propre agenda, de le caler avec ceux des besoins des clients. Et on est quand même là pour ça, on est quand même pour satisfaire pour leurs besoins à eux. Et moi, je trouve ça plus confortable. Voilà. J'avais une question qui m'est venue à l'esprit, Céline, par rapport à votre pratique. Est-ce que parfois vous devez avoir plusieurs interlocuteurs? Parce qu'en matière d'assurance, il peut parfois peut-être y avoir plusieurs personnes concernées dans le même dossier. Est-ce que ça vous arrive d'avoir à négocier avec plusieurs interlocuteurs à la fois ou est-ce que c'est assez rare ou comment ça se passe finalement? Alors, en ce qui me concerne, c'est très rare. C'est très rare et c'est pas au moment de la négociation. Il y a des cas, des cas, des gros cas avec beaucoup de parties prenantes, mais même sur les cas vraiment plus d'ampleur dont j'ai été amenée à m'occuper, c'est plutôt les compagnies d'assurance, c'est plutôt de manière séparée. Vous voyez, c'est parce qu'il y a plusieurs protections. Enfin, oui, il y a plusieurs intervenants possibles, mais auquel cas, c'est de manière séparée. C'est pas dans la même pièce, c'est pas au même moment et dans la même pièce. Donc c'est par exemple 3 négociations bilatérales, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc c'est soit c'est ça, mais surtout là où quand il y a du monde, c'est pas au moment de la négo, c'est au moment de l'expertise. C'est là qu'il peut y avoir du monde, puisqu'il va y avoir, si c'est une question hospitalière, il va y avoir les avocats de tout le monde, les médecins, vous voyez, les représentants et les médecins conseils. Il y a des différentes disciplines. Il y a les personnes concernées, donc les humains. Il y a des médecins conseils. Il peut y avoir un médecin praticien. Il y a des avocats. Donc voilà, ça, dans une même pièce, il peut y avoir du monde, mais ça, c'est le cadre de l'expertise. C'est ce qui m'était donné à faire à moi, parce qu'après, il y a d'autres cas que d'autres confrères sont amenés à traiter. Mais pour le moment de la négociation, et même quand il y a plusieurs compagnies d'assurance en même temps, et puis c'est en général parce qu'il y a un problème juridique.
Et donc ça, c'est plutôt Oui, dans le mais cadre… je trouve que votre réponse est très intéressante parce que souvent, quand je parle, moi je ne connais pas le domaine des assurances en particulier, mais quand je parle à des confrères qui interviennent en matière d'assurance, ils disent oh là là, la négo, c'est pas possible parce qu'on est souvent très nombreux. Et vous nous démontrez avec brio à quel point en réalité ça ne pose aucun souci. En tout cas, dans votre pratique à vous, peut-être que dans d'autres, il y aura d'autres, évidemment. Dans ma pratique à moi, puis en matière de dommages, parce qu'il y a un problème corporel, parce que le droit voilà, il peut y avoir de ça. Mais tous ceux qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas spontanément cette orientation vers le dialogue direct, oui, en général très compliqué, il est beaucoup plus confortable pour eux, en tout cas spontanément, d'avoir recours à un tiers, en l'occurrence. En tout cas, il ne faut pas penser que c'est un obstacle systématique. Loin de là, apparemment. Merci pour ce partage d'expérience. J'avais une dernière question à vous poser, puisqu'on sort quand même, enfin j'espère qu'on en sort d'une période de confinement particulièrement difficile. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez expérimenté la négociation en visio pendant cette période et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez finalement, avec le recul, trouvé qu'il y avait certains avantages ou vous n'avez vu que des inconvénients à la visio? Enfin voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé chacune? Et puis je pense qu'après, il sera malheureusement déjà temps de nous séparer puisque notre heure est presque écoulée. Moi, je vais peut-être commencer parce que c'est très rapide. Moi, non, je n'ai pas expérimenté. Les expertises ont toutes été reportées. À la fin du confinement, certains praticiens ont commencé à en réenclencher après le confinement, donc au moment du déconfinement, mais où c'est encore très, très prudent. Certains experts ont fait certaines en visio. J'ai failli en faire une. Et puis finalement, ça s'est fait. Alors avec beaucoup de consignes et de machins, enfin moi, les expertises avec des masques, quoi, parce que bon, personnellement, voilà, ça me posait une difficulté. Mais enfin voilà, je me suis pliée aux consignes du moment. Mais sinon, en revanche, ce que le confinement a permis, et ça c'est tout à fait remarquable, c'est que les assurances et le fonds de garantie se sont organisés comme la CPAM, comme tous, hein, ils se sont vraiment pliés en 8 pour être, tout en étant confinés, chacun chez eux, chacun avec leurs contraintes que l'on ne connaît pas qui sont les leurs. Ils se sont organisés avec une connexion Internet et un téléphone. Ils étaient avec leur ordinateur et les énormes serveurs que ça peut représenter. Hein. Donc, ils étaient tous à distance et on a quand même continué à travailler en étant au téléphone et par courriel. Donc, voilà. C'est ça qui s'est passé et ça a été tout à fait remarqué, mais pas de visio. Et vous, Catherine, est-ce que vous avez fait l'expérience de la visio pour la négo pendant le confinement? Ouais, j'ai fait cette expérience-là. Au tout début, j'étais assez mal à l'aise parce que dans la négo, je regarde en fait toute la personne et toute la personne, c'est son corps en entier et pas juste le buste qui en plus ça ne bouge pas trop hein, puisqu'il doit rester contraint devant un écran, une petite caméra et on ne peut pas trop bouger. Et comme vous pouvez le constater, par exemple, je parle beaucoup avec les mains, mais là, ça ne se voit pas. Alors que dans une pièce et en visu, évidemment, ça se voit. Donc, au début, j'étais assez mal à l'aise, moi. Et puis, il fallait le faire parce qu'il y avait des dossiers qui devaient avancer. Enfin, il y avait des situations familiales qui devaient avancer ou on devait trouver des solutions. Si on ne trouvait pas tout de suite de solutions, on ne pouvait pas avancer. Donc, la visio, j'allais dire en B2B avec soit un confrère, soit un client, ça, c'était pas très difficile. Ce qui a été assez, au tout début, un peu complexe, mais finalement très, très porteur quand même, c'est la visio à 4. Donc, de faire une négo à 4, où on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas côte à côte. Je dis toujours en formation, il faut que vous soyez symboliquement à portée de main de votre client. Là, même symboliquement, on n'y est pas du tout. Hein. En plus de ça, d'un écran à l'autre, on n'est pas dans les mêmes cases. Donc, on ne sait pas très bien où on est, si on est côte à côte ou pas côte à côte. Enfin, bref, il y a plein de choses qui changent, mais il y a d'autres choses aussi qui sont positives. C'est la concentration des gens sur ce qu'il se passe à ce moment-là, puisque donc il y a un focus sur la caméra et sur l'écran. Donc, il y a une vraie concentration, une concentration que je trouve, pour ma part, j'ai trouvé plus accrue. Du coup, les rendez-vous durent un peu moins longtemps, parce qu'il faut pouvoir le serrer aussi.
Ça a été, je pense que c'est plus lié au moment du confinement que la visio, où les gens, dans un moment de confinement, avaient besoin de retrouver du sens. Et donc, j'avais quelques dossiers encore qui étaient en contentieux et ils sont tous passés en égo parce qu'il y avait besoin d'avancer, il y avait besoin d'avoir du sens. Aujourd'hui, clairement, je préfère toujours le présentiel, mais si pour le confort des uns et des autres, parce qu'il y a des gens qui habitent à Marseille, d'autres à New York et d'autres à Shanghai, on doit le faire. C'est quand même très pratique, ça évite des rendez-vous qui sont du coup difficilement calables. Là, il y a juste des fuseaux horaires à caler, c'est moins compliqué que des avions. Donc, les deux sont bien en fait. Super, bah écoutez, merci, merci vraiment d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et de vos partages d'expériences qui, j'espère, Merci à vous d'avoir pensé à nous. Et inspireront beaucoup les gens qui regarderont. Merci à toutes les deux, Céline et Catherine. Je vais rappeler vos sites web respectifs pour les gens qui souhaiteraient vous contacter. Donc, pour Céline Nègre, le site, c'est www.avocat-6-célinenègre-toutattaché.com. Donc www.avocat-6-célinenègre-toutattaché.com. Et pour vous, Catherine Bourguès, c'est résolution au pluriel-du-6 avocat au pluriel.com. Résolution au pluriel-du-6 avocat au pluriel.com. Je n'ai pas fait d'erreur? Non, c'est bien ça? Ok, bah merci beaucoup. Et ah oui, je rappelle aussi le site web de la FPDC pour ceux qui souhaiteraient se former au droit collaboratif ou à la négo raisonnée. Donc, vous pourrez aller consulter les prochaines formations, le planning, les lieux et les tarifs. C'est droit au singulier -du6 collaboratif.org. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.